mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Nous vous saluons parce qu'encore ce soir, le rendez-vous respecté, comme d'habitude, pour analyser les questions d'actualité. Parce que vous savez que c'est à travers cette tribune qu'on réfléchit, en tout cas objectivement. Ici, on ne fait jamais éloge des personnalités. Nous parlons nation, nous réfléchissons nation, parce que nous n'avons que cette république, la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi à chaque fois, lorsqu'il y a nécessité, nous ne manquons pas rendez-vous et nous échangeons ensemble avec vous pour voir comment aider la nation. Héraclite avait dit, nous l'aimons bien, ce philosophe, et tout coule et tout passe, rien ne demeure. Nous avons toujours dit, parce que nous estimons que si aujourd'hui vous avez une responsabilité au pays, c'est juste pour un temps, c'est temporaire. C'est un mandat, ça va passer, et demain ce sera le tour des autres. Et voilà ce qui nécessite que quand vous avez le pouvoir, vous ne pouvez cette fois-là que travailler pour l'intérêt de la nation. Mais si vous mettez au premier plan les intérêts personnels, en tout cas vous ne servez pas la nation. Le pays va mal. Nous vous avions promis, et il va aujourd'hui très mal. Année 2016, année de beaucoup d'enjeux. Et quel type de comportement à afficher ou à adopter, comment les Congolais doivent se comporter, c'est là également la grande responsabilité. Même à travers cette émission, nous devons avoir un comportement pour que, en tout cas, on atterrisse en douceur. C'est cette année qu'on rêve. En tout cas, connaître l'alternance, surtout au niveau du sommet de l'État, pour la toute première fois. On n'a jamais connu ça en République démocratique du Congo. Ce sera alors à l'actif d'ailleurs du chef de l'État. On va échanger ce soir avec votre invité. C'est pour la toute première fois que nous le recevons sur ce plateau. C'est à la personne de Vidier Tshimanga. Il est président d'un parti politique dénommé DCU, en sigle signifie Dynamique Congo Uni. Et c'est avec lui que nous allons alors échanger sur ces quelques questions. Bonsoir, M. Tshimanga. Bonsoir, M. Pascal. 153 agents de la fonction publique révoqués. Raison, détenteurs de faux documents scolaires et universitaires. C'est curieux. C'est vrai, aujourd'hui ils sont révoqués, mais on peut maintenant chercher la cause. Qui les a engagés? Je crois que vous avez la réponse. Mais généralement, lorsque vous êtes ministre, lorsque vous êtes mandataire, vous prenez vos frères, tout ça, sans tenir compte maintenant des compétences scientifiques. Voilà, aujourd'hui, nous sommes rattrapés par nos propres turpitudes. N'y a-t-il pas moyen là d'échanger? 22 Burundais arrêtés avec des cartes d'électeurs congolaises. 22, c'est ceux qui sont vus, mais nous estimons qu'il y en a autant. Alors, qu'est-ce qu'il faut? La question se pose. Faudrait-il les poursuivre? Faudrait-il mettre en cause carrément ce que nous avons comme fichier électoral? Parce que cette question va revenir lorsque nous allons aborder également la problématique électorale au pays. 10 ans d'existence aujourd'hui dans notre Constitution, comment vous l'appréciez? Son application vous a satisfait? Est-ce qu'elle est mauvaise ou elle est bonne? Ou c'est l'homme politique qui pose des problèmes quant à son application? On va également réfléchir avec votre invité. Dialogue et ces incertitudes, nous en parlons toujours depuis qu'on l'a annoncé aujourd'hui, plus de 6 mois, 7 mois aujourd'hui, mais il n'arrive toujours pas. Et pourquoi? Il y a des divergences aujourd'hui dans la perception de l'organisation maintenant de ce dialogue. Nous avions suivi aussi dernièrement le message de vœux de M. Etienne Tshisekedi. Il a également ça crée des confusions. Mais nous vous informons que depuis un jour déjà, une délégation de l'UDP s'est réunie à l'hôtel Sultani, réfléchit sur comment participer au dialogue. Mais vous savez qu'à travers cette émission, nous avons toujours soutenu le dialogue, bonne chose. Mais est-ce que, à travers ce dialogue, n'y a-t-il pas de calculs politiques à chacun de pouvoir leur deviner? Certains parlent de la transition, 2-3 ans, bonne ou mauvaise chose. Également, nous allons analyser avec votre invité. Risque également du changement de la même constitution à travers, en tout cas, tout ce qu'on connaît comme perturbation politique aujourd'hui. Processus électoral, vous avez suivi aussi le président de l'Assemblée, enfin, de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa. Lui estime que le fichier électoral est totalement corrompu. Nous sommes d'accord avec lui. Parce que là, nous voyons même quand l'UDPS faisait ses jeudis chocs en 2011, on ne voulait pas qu'on accède maintenant au serveur central. Mais aujourd'hui, nous sommes rattrapés. Ça, c'est le comportement des Congolais. Le fichier aujourd'hui, il est corrompu. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut le reviser, d'accord, mais avec quel temps? Est-ce qu'elle sera en mesure en même temps de reviser correctement le fichier électoral? Bien entendu, parce qu'on vient avoir de bonnes élections et respecter la Constitution. Voilà, ça c'est un grand défi pour le Congo.
Le social est congolais, le dernier souci d'ailleurs des dirigeants, depuis l'accession du pays à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Le style de vie n'a pas changé. Trop de promesses, mais jusqu'à quand ça va changer? Et voilà, c'est avec votre invité alors, Vidé Chimanga, président de la DCU, que nous allons analyser toutes ces questions. Sur ce plateau, M. Chimanga, nous disons toujours que notre pays va très mal. Est-ce que vous avez la même lecture que nous autres? Parce que nous estimons que les politiques ne nous rendent pas bon service. Vous, les politiques, vous ne nous rendez pas un bon service. Bon, écoutez, nous, les politiques, je n'ai pas la prétention aujourd'hui de dire que je suis parmi les responsables de ce qui se passe dans notre pays. Nous nous intéressons à la chose politique, je pense, comme la plupart des Congolais aujourd'hui. Ils n'ont pas besoin d'être ni président de parti, ni membre de l'Assemblée, ni au cadre de ce pays pour s'intéresser à la chose politique de leur pays. Nos populations aujourd'hui se sont bien rendues compte que si elles ne prennent pas à bras-le-corps leur avenir, personne ne s'en occupera. Et pourquoi en sommes-nous arrivés là? Parce que sous d'autres cieux, on laisse la politique aux politiciens. Et en RDC, j'ai l'impression que c'est tout le monde qui aujourd'hui est obligé de s'occuper de la politique, parce que ne dit-on pas, si vous vous en occupez pas, elle s'occupera de vous. C'est ainsi que mon constat est de se dire que c'est un échec. Mais là aussi, il y a une autre raison, bien sûr, vous allez continuer, mais là, il y a aussi une autre raison. Si aujourd'hui, tout le monde s'intéresse de la politique en République démocratique du Congo, c'est parce que on sait que c'est là où on gagne le pain, et c'est là où on gonfle les poches. Mais c'est très triste. C'est trop bon maintenant. Mais justement, c'est très triste. Voilà. C'est très triste d'en arriver à ce type de situation. J'étais dernièrement dans une émission de télévision où on avait invité une classe de primaire. Je pense que c'était cinquième primaire, 5e ou 6e primaire. Et la jeune fille a fait une déclaration, enfin un petit poème. Et à la fin de son poème, elle disait je souhaite, lorsque je serai plus grande, d'être, si pas ministre, si pas honorable, si pas excellence, si pas président de la République. À aucun moment elle n'a parlé d'architecte, de technicien, d'avocat, de médecin. On a l'impression aujourd'hui que tout le monde pense pouvoir et devoir faire de la politique pour se remplir les poches. Malheureusement, c'est ça. Non pas pour aider le peuple, non pas pour travailler pour l'avenir de nos enfants, mais plutôt pour se remplir les poches, parce que c'est l'impression que cela donne. Le seul endroit où on peut gagner de l'argent, apparemment, ce serait la politique. Mais pour revenir à votre première question, voilà. Ma seule conclusion est de dire qu'aujourd'hui le pays va très mal. Il va très mal, raison pour laquelle le peuple entier s'intéresse maintenant à la politique et a ses yeux rivés sur ceux qui sont censés être ses leaders. Qu'est-ce que nous devons faire correctement dès lors que nous rendons alors ensemble, collectivement, compte que le pays va mal? Nous devons avoir quel comportement pour le sauver? Nous devons avoir quel comportement pour que finalement le développement dont on rêve depuis tous ces temps soit alors matérialisé plutôt? Comment nous devons nous comporter pour qu'on aide le pays correctement? Je pense qu'avant toute chose, il faudrait essayer de trouver, c'est un terme que l'on aime beaucoup utiliser en RDC, de dire être responsable. Je suis un responsable. Mais que veut dire être responsable? Être responsable, ça ne commence pas tout simplement par le plus simple des citoyens. Ça va jusqu'au plus simple des citoyens, mais ça commence au niveau du chef de l'État, au niveau des hauts cadres de notre pays. Et être responsable, c'est par exemple respecter une constitution. Quand bien même cette constitution fut-elle, aurait-elle des failles, mais il faut la respecter parce que, vous l'avez dit dans votre avant-propos, c'est depuis 2006 maintenant que nous l'avons. 10 ans d'existence. 10 ans d'existence, et il faut la respecter. J'aimerais vous rappeler que, en son temps, en 2005, lorsque on nous avait proposé cette constitution, nous faisions partie, et moi personnellement en faisais partie, nous avons marché à plusieurs reprises contre l'adoption de cette constitution parce que nous estimions que c'était un piège qu'aujourd'hui nous remarquons. Un piège qu'aujourd'hui nous pouvons constater. Il y avait énormément de non-dits. Vous l'aviez compris. Nous l'avions compris déjà 2006. Depuis 2005, lorsqu'elle nous a été proposée comme projet. Et j'aimerais rappeler ceci, c'est que cette constitution émane d'une réflexion des constitutionnalistes suisses, français et autres qui s'étaient réunis ensemble pour nous proposer un modèle de constitution. Difficilement nous pouvons accepter qu'une constitution nous proposée par les étrangers
ne puisse répondre à des problèmes, comment dirais-je, existentiels du Congolais lui-même. Et l'une de ces failles est laquelle? Et nous l'avions soutenu à cette époque-là. Je me rappelle encore que M. Louis Michel dira que nous qui étions contre cette constitution étions des irresponsables. Il avait utilisé le terme irresponsable. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est de sa part irresponsable d'avoir utilisé ce terme-là. Mais regardez dans cette constitution, l'on parle aujourd'hui du grand problème de l'alternance. On parle de ce grand problème des mandats du chef de l'État. Il est vrai que le chef de l'État n'a que 2 mandats. Il est vrai que, à la fin 2016, le chef de l'État, logiquement, n'est plus le chef de l'État et il doit passer le flambeau. À qui doit-il passer le flambeau? Il doit passer le flambeau au nouveau président élu, n'est-ce pas? Qui sera le nouveau président élu et comment convoque-t-on ces élections? Qui a la prérogative de convoquer les élections? C'est la CENI. C'est non pas le gouvernement, c'est bien la CENI. La CENI a la prérogative de convoquer le Sénat. Les élections. Mais à quel moment incombe-t-on ou, comment dirais-je, sanctionne-t-on le gouvernement pour ne pas avoir mis à disposition de la CENI les moyens techniques et humains afin d'organiser ces dites élections? Pas seulement les moyens. Pas seulement les moyens. Les textes, parce que, vous vous en souviendrez, les textes viennent toujours tardivement du gouvernement vers le Parlement, et quitter le Parlement vers la CENI pour leurs applications, et ça prend toujours du temps, et généralement c'est tardivement. Exactement. Alors quelles sont les sanctions? Et malheureusement, les sanctions, il n'y en a quasiment pas. Or, dès lors que l'on arrive à la fin du mandat du chef de l'État, si ce chef de l'État n'a pas été élu, si le nouveau chef de l'État n'a pas été élu suite à des élections organisées par la CENI, eh bien, il y a un espèce de vide juridique dans notre Constitution. Il n'y a pas un mécanisme, comment dirais-je, de sanction qui puisse faire sauter le chef de l'État qui est en place et organiser peut-être les élections d'une autre manière. Au-delà de ça, quelles sont les différentes comment dirais-je, raisons pour lesquelles, parce que certains partent de ce postulat, de dire que voilà, lorsque nous arrivons à la fin du mandat du chef de l'État, eh bien peut-être que le président du Sénat pourrait prendre comment dirais-je, la transition. Et sur ce fait-là, j'aimerais, si vous le permettez, lire un article de notre Constitution. Voilà. L'article 75. En cas de vacances pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions de président de la République, à l'exception de celles mentionnées dans l'article 78, 81 et 82, sont provisoirement exercées par le président du Sénat. On dit bien ceci, en cas de vacances pour cause de décès. Je ne pense pas que le chef de l'État... Non, il est encore là, il est en vie. Exactement. Ou pour toute autre cause d'empêchement définitif. Quelle cause d'empêchement définitif? Si ce n'est la maladie, si ce n'est la mort, si ce n'est un exil quelconque. Je crois que c'est les deux là qui pèsent. Voilà. Donc ce sont les points pour que le président du Sénat puisse occuper, comment dirais-je, provisoirement en plus, on dira exercer cette présidence de la République. Donc, il n'y a pas en soi un article clairement défini qui impose à ce que le chef de l'État, s'il n'y a pas un autre chef de l'État élu dans les délais constitutionnels, eh bien que le chef de l'État actuel, eh bien dépose, comment dirais-je, sa magistrature suprême. Il n'y a aucun texte qui le prévoit. Alors, nous étions en 2005, lorsque nous crions pour dire qu'il ne fallait pas adopter cette constitution de cette manière-là, il fallait verrouiller réellement les différents articles pour ne pas laisser place à des vides juridiques qui permettraient aujourd'hui ce que l'on appelle, et que l'on appelle depuis plusieurs années, le glissement. Oui, mais excusez, qui l'avait soutenu d'abord en 2005? En tout cas, il faudrait qu'on soit plus clair. Et il y avait 2 camps. Un camp qui refusait maintenant cette constitution, c'est plus les opposants. Et un camp qui acceptait cette constitution, c'est le pouvoir actuel. Exactement. On ne peut pas comprendre aujourd'hui que le pouvoir actuel qui acceptait la constitution revienne, n'est-ce pas, dans la logique de ceux qui refusaient la fois passée, lorsqu'on voulait qu'on mette des choses, n'est-ce pas, au clair, définitivement pour qu'on avance. Normalement, ils avaient refusé. Mais aujourd'hui, pourquoi ils se rebuffent un peu? Mais ils ne le veulent pas. Ils ne le veulent pas. Nous étions les opposants de l'époque, nous sommes encore les opposants d'aujourd'hui. Aujourd'hui, puisque cette constitution a été acceptée en 2006 par la majorité, à travers le référendum, eh bien, il ne nous revient pas aujourd'hui d'aller contre une décision de la majorité de la population congolaise. Donc, cette constitution, malheureusement, nous l'avons adoptée telle qu'elle est aujourd'hui.
Il ne revient pas à la majorité au pouvoir aujourd'hui de décider du jour au lendemain de pouvoir remettre cette constitution comment dirais-je, en question. Oui, mais parce que c'est le discours que nous attendions pas longtemps ici, la condition nous a été imposée, ce discours provenait de la majorité. Non, ce discours provenait de l'opposition et ce en 2005. Ça c'est à l'époque. Mais aujourd'hui, comme ça les arrange, ils reviennent. Ils reviennent dessus. Non, la condition nous a été imposée, il faudrait qu'on ait une constitution voilà. congolaise, maintenant nous sommes mûrs et tout ça. Je ne comprends pas pourquoi on n'est pas souvent... Eh bien, même s'il faut toucher la condition, au regard de certaines dispositions qui n'arrangent pas comme vous aviez évoqué, mais il aurait fallu qu'on ait aussi un discours clair. Mais lorsqu'on a toujours un discours ambigu, parce qu'on voudrait tirer la couverture toujours de son côté, là aussi c'est un problème. Et c'est comme ça que les gens ne savent pas comprendre les raisons de la révision constitutionnelle ou du changement de la constitution. Tout à fait. Alors, parce que Monsieur le journaliste, j'abonde dans votre sens parce que le terme que j'ai utilisé en début d'émission, c'est de dire être responsable. Ce terme que nous aimons utiliser, je suis un responsable. Eh bien, il faut agir de manière responsable justement par rapport à notre pays. Et ce n'est pas simplement l'apanage de la majorité au pouvoir, c'est aussi celle de l'opposition. En effet, je suis curieux de voir que malheureusement nos frères avec lesquels nous avons milité pendant des années et des années, justement dans cette opposition, lorsqu'il s'agissait de pouvoir proposer des décisions qui auraient été des décisions, encore une fois j'utilise le terme entre guillemets, responsables, de pouvoir nous battre, et lorsqu'il fallait utiliser nos droits, qui sont des droits constitutionnels, ceux entre autres des marches, des rassemblements, des réflexions, eh bien, ces jours-là, malheureusement, nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu beaucoup qui, le jour, étaient opposants et le soir, mangeaient à la même, à la même assiette ou à la même table que la majorité et quelque part faisaient le lit de la majorité. Aujourd'hui, nous avons le devoir, justement, selon cette responsabilité. Vous avez dit au début que dans cette émission, vous faites la promotion du dialogue. Le dialogue fait partie de la culture bantoue. On dit toujours que nous pouvons nous asseoir sous l'arbre à palabres et trouver des solutions là où il y a des problèmes. Nous sommes d'accord avec le fait qu'il faut trouver des solutions. Mais quelles sont les motivations de ces dialogues? Hier, qui appelait au dialogue? C'était l'opposition. Aujourd'hui, c'est la majorité. Pourquoi la majorité appelle au dialogue aujourd'hui? Parce qu'ils ont failli à tous les autres mécanismes et qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus d'autre choix que de demander ce dialogue. Et ce dialogue est présenté comme une main tendue. Non, ce n'est pas une main tendue. Même moi-même, qui ai toujours été fondamentalement contre ce dialogue, parce que j'estimais que le dialogue actuel n'a aucune raison d'être dans le sens où tous les textes prévoyait logiquement des solutions aux situations de notre pays. Or, maintenant ce dialogue, décrié par les uns, demandé par les autres, lorsque je pose la question à la base, ce que l'on appelle la base, je parlerai de celle de la DCU, mais je parlerai des citoyens congolais en règle générale, parce qu'aujourd'hui la DCU ne représente pas la majorité des Congolais. Mais lorsque je discute, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Lumumbashi, que ce soit à Mbujimaï, que ce soit dans le Bas-Congo, où j'ai des activités professionnelles, et je discute avec la population, les employés et que sais-je, eh bien il y a un seul discours qui sort de cette population. C'est « nous ne voulons pas entendre parler de ce dialogue. Au dialogue, vous allez aller discuter de quoi encore ?» Vous nous appelez parce que vous suivez l'émission. J'ai toujours dit que depuis que cette question du dialogue a surgi, je n'ai jamais reçu un appel d'un quelconque Congolais, quinois soit-il, en tout cas, accepter qu'on ne respecte pas la condition, même pas un appel. Accepter qu'on ait le dialogue pour toucher à la condition, même pas un appel. Alors continuez à nous appeler, je crois que nous aurons encore des points de vue, mais le problème ici, c'est que nous sommes devant un fait accompli. Vous aviez vous-même dit les limites de la Constitution. Le gouvernement a tout fait, ou le régime actuel a tout fait, pour qu'on arrive à ce stade. Et peut-être que c'est des bonnes lois, des bonnes guerres, des stratégies politiques, ça peut arriver. Pas d'argent, pas de texte, on bloque la CENI, et finalement on ne sait pas avoir les élections. La Constitution nous fait pression, on regarde du temps, nous sommes en 2016, on nous a promis depuis 2015 au début, quand la CENI sort le calendrier partiel, bon, l'opposition estimait qu'il fallait qu'on ait le calendrier global pour comprendre les intentions. C'était ça au départ. Si on va respecter la Constitution ou si on ne va pas respecter la Constitution. Il y a eu débat. Finalement, la CENI va sortir le calendrier global.
contesté par l'opposition qui a estimé qu'on ne pouvait pas revenir ou commencer par des élections municipales, locales et urbaines, sinon on risquerait de ne pas respecter la condition, enfin, ne pas avoir les élections en 2016, ne pas respecter alors la condition, bien entendu, et parce qu'en 2006, quand on organisait les élections, même 2011, on n'a pas priorisé ces élections. Et le gouvernement ou le régime a pensé qu'il fallait maintenant prioriser les élections en question. L'opposition dit le calendrier n'est pas réaliste, le pouvoir dit le calendrier est réaliste. Malgré l'acceptation du réalisme, le calendrier en question n'a jamais été appliqué. Aujourd'hui, nous sommes devant un fait accompli. N'y a-t-il pas là une raison valable, finalement, qu'on ait le dialogue, s'il faut échanger, qu'on échange, pour voir comment atteindre alors l'objectif commun? C'est justement là où je dis que dans mon fort intérieur, je suis pour un dialogue. C'est dans mon fort intérieur. Je me dis que là où nous n'avons pas trouvé de solution, il faut trouver les solutions. Malheureusement, on essaye de convoquer le dialogue. Les uns aimeraient que ce soit la communauté internationale qui convoque un dialogue. Ne sommes-nous donc plus des responsables? Sommes-nous sous tutelle? Ne pouvons-nous pas trouver les voies et moyens pour que nous, les Congolais, nous trouvions des solutions? Nous avions assumé à travers les résolutions du Conseil de sécurité. Moi, je défie toujours tout le monde. Quand vous prenez la disposition 2 de la résolution, en fait, disposition 4 de la résolution 2028, vous trouverez ça. Encore une fois, et comme je vous le dis, ce n'est pas d'aujourd'hui que nous sommes opposants. Ça fait depuis, moi en tout cas personnellement, c'est depuis 2002-2003 que j'ai commencé dans l'opposition. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé. Et pour toutes ces raisons, justement, nous ne pouvons pas être pour un système qui nous mène vers soit une mise sous tutelle, je n'en sais rien comment est-ce qu'on peut appeler ça, soit des décisions qui viennent de l'étranger. Je ne sais pas comment est-ce que les décisions qui pourraient être salvatrices pour le citoyen congolais pourraient être dictées à partir de New York, de Paris, de Londres ou que sais-je. Je pense que seuls les Congolais connaissent les vrais problèmes des Congolais. Maintenant, il est clair que nous vivons dans la mondialisation. Peut-être est-ce l'une des raisons pour lesquelles tout le monde se mêle de tout. Mais en attendant, le Congolais trouve-t-il les solutions à son problème? Revenons à ce problème de dialogue. Comme je l'ai dit, je suis pour un dialogue. Mais aujourd'hui, le peuple congolais est contre le dialogue. En tout cas, tout ce que j'entends, encore une fois je le dis, je ne prétends pas représenter la majorité des Congolais, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que partout où je vais, lorsque je pose cette question, et vous l'avez dit vous-même, lorsque vous avez posé les questions, le peuple congolais aujourd'hui est contre. Il ne veut pas entendre de ni révision de la Constitution, ni troisième mandat, etc., etc. Et peut-être que c'est là que nous péchons. Peut-être que c'est là que nous péchons parce que je pense que c'est le rôle des partis politiques, c'est le rôle tant de la majorité que de l'opposition d'éveiller les consciences. Parce que lorsque l'on dit aujourd'hui, eh bien, pas de dialogue, quelle est l'alternative à pas de dialogue? Il n'y a qu'une seule alternative que je connaisse. Laquelle? C'est la révolution. Parce que je ne vois pas comment est-ce que nous allons réussir à imposer quelque chose à un pouvoir qui est en place, qui est bien, debout sur ses deux pieds, avec la police d'un côté, l'armée de l'autre côté, les services par ici et par là, le gouvernement en main, les moyens financiers, les moyens techniques et les moyens humains. Et de l'autre côté, nous avons une opposition qui a comme seul mot à la bouche le peuple. Le grand problème aussi auquel nous confrontons, c'est que le peuple en question, aujourd'hui, il est orphelin de leader. Pourquoi? Parce que lorsque je pose ces mêmes questions à la population, tiens, dites-moi un petit peu, nos représentants de la majorité, nos représentants de l'opposition, qu'en pensez-vous? Réponse, Bango Nyoso Miyibi. Blanc, bonnet blanc. Blanc, bonnet blanc. Les uns veulent prendre la place de l'autre pour s'enrichir de la meilleure manière qu'il soit. Malheureusement, c'est la vision que le peuple a de tous les hommes politiques aujourd'hui, et de la classe politique en règle générale. Et nous sommes confrontés, même nous, qui n'avons pas participé aux affaires, qui n'avons pas, géré le pays, ni aujourd'hui ni avant, mais qui peut-être avons cette aspiration, eh bien, le premier rapport que nous avons avec la population, avec que ce soit les étudiants, que ce soit les mamans maraîchères, que ce soit les fonctionnaires et les autres, eh bien ils nous regardent en chien de faïence en disant, tiens, encore un nouveau qui voudrait aller trouver un poste là-bas pour pouvoir s'enrichir encore. Et donc, lorsque nous arrivons dans cette situation, que se passe-t-il? Eh bien, comme je l'ai dit, il y a deux alternatives. Soit un dialogue. Vous l'appellerez dialogue, vous l'appellerez colloque, vous l'appellerez réunion, vous l'appellerez comme vous avez envie. Mais c'est l'endroit où nous allons aller, les Congolais vont aller se retrouver tôt ou tard
pour trouver des solutions. Rappelez-vous que dans les années 98, 99, 2000, il y a eu des rébellions, le MLC, le RCD, le RCD KML, etc., etc., qui nous ont menés à quoi? Qui nous ont amenés au dialogue intercongolais. Il y avait des armes, il y avait des rébellions, il y avait mort d'hommes. Et nous sommes allés où? À un dialogue. Imposé par qui? Encadré par qui? Une communauté internationale. Je ne serais pas étonné que pour que le pays ne s'embrase pas, eh bien que l'on se retrouve de nouveau dans ce type de configuration. Le problème, c'est comme je disais pas longtemps, ici le discours de l'homme politique congolais. Pourquoi on ne peut pas avoir un discours clair? Dialogue, nous voulons le dialogue parce que nous devons échanger sur des questions qui n'avancent pas au pays. Nous allons respecter la Constitution. Cette petite phrase, c'est moi qui pose problème. Nous allons respecter la Constitution, allons-y au dialogue. Mais tout le monde ira au dialogue. Dès lors qu'on ne parvient pas à dire cela, et c'est ce qui fait qu'on connaisse des blocages aujourd'hui, on ne sait pas se faire confiance. Quel est le grand problème? Le problème aujourd'hui, c'est que l'on a personnalisé le problème du dialogue. Aujourd'hui, l'opposition a réussi un coup magistral lorsqu'elle a utilisé les frustrations de la population et elles les ont matérialisées en une personne, le chef de l'État, le président de la République, qui représente tous les Congolais. Donc, ils ont réussi à mettre en place quelque chose qui dit « Kabila dégage ». Mais en rien, Kabila dégage n'est un programme politique. C'est tout simplement un leitmotiv qui est utilisé, vulgarisé dans la population et qui, comment dirais-je, bloque le peuple congolais dans une stigmatisation des mal et des maux, de notre République. Or, Kabila dégage n'est pas une solution. Si c'est Kabila dégage et il n'y a rien derrière, ou on nous fait un Kabila bis, ou bien on nous met une nouvelle personne qui en fait n'est que la prolongation, parce qu'aujourd'hui... On n'aura pas résolu le problème. On n'aura résolu aucun problème. Comme je le dis, nous sommes opposés au système, et ce depuis 2002, depuis 2001-2002. Nous sommes opposés à tout ce système. Or, aujourd'hui, lorsque nous prenons ceux qui sont en train de crier haro sur le baudet à dehors Kabila, qui sont-ils? Lorsque je vois des Vital Kamere, excusez-moi, c'est le chantre du kabylisme, c'est lui qui a fait que le nom de Joseph Kabila devienne ce que le Raïs est aujourd'hui. Si l'on prend M. Fayoulou, je me rappelle à l'époque où la ville de Kinshasa était acquise à l'opposition et que le MLC, M. Adam Bombole, devait prendre la ville de Kinshasa comme gouverneur, eh bien c'est M. Martin Fayoulou et ses amis qui ont réussi à peser dans la balance pour que ce soit André Kimbuta qui devienne gouverneur de la ville de Kinshasa. Lorsque je prends M. Moïse Katumbi, eh bien, excusez-moi, ce sont des personnes qui ont foulé aux pieds de la République la Constitution depuis, oublions même 2006, prenons ne fût-ce que 2011, où pour être gouverneur, il aurait fallu que les députés provinciaux soient élus et qu'ils puissent, eux, en tant que grands électeurs, élire les nouveaux gouverneurs. Mais toutes ces personnes ont profité du système pendant des années et des années jusqu'à aujourd'hui, et ce n'est qu'au dernier moment, lorsque l'on se rend compte, ou ils se rendent compte, que le peuple en question est tellement remonté qu'il sera difficile de lui faire avaler la couleuvre d'une continuation de ce pouvoir. C'est à ce moment-là que tout le monde saute du bateau et que se retrouve comment? Des opposants. Mais opposants à quoi? Nous nous sommes opposés à un système. Tout ce qui a contribué à ce système doit partir. Ce que nous ne voulons pas, c'est qu'il y ait la guerre, qu'il y ait la guerre dans notre pays. Ce que nous ne voulons pas, c'est qu'il y ait un état de non-droit. Ce que nous ne voulons pas, c'est de ne pas être responsable, justement. Vous ne refusez pas la longévité au pouvoir aussi? Nous ne voulons pas. Il n'est pas question. Si dialogue il doit y avoir, il faut que tous les préalables à ce dialogue, il faut que les cahiers de charges à ce dialogue soient bien établis, clairement établis, et qu'en aucun cas l'on puisse toucher les articles de la Constitution qui ont trait soit au mandat du chef de l'État, à sa prolongation ou à une nouvelle, comment dirais-je, configuration des modes de scrutin. Allez, bon, on parle d'une certaine transition. Oui. Et les idées sont lancées aujourd'hui, curieusement, par ceux-là qui se disent opposants. On parle déjà de la transition, mais je pense que c'est une lecture également aussi réaliste. Au regard du temps, au regard de tout ce que nous avons comme problème aujourd'hui, est-ce que vous ne voyez pas que c'est fort possible qu'on connaisse des difficultés et qui vont nous imposer qu'on ait finalement la transition? Comme je le disais, nous sommes en 2016. Dieu seul sait depuis combien d'années tout le monde crie à 2016. Parce que tout le monde, la population congolaise s'attend. Et j'espère que les services et les proches du chef de l'État ne vont pas lui mentir et continuer à lui faire croire
que le peuple congolais est prêt à accepter tout a et connu à n'importe l'époque quoi. de Mobutu, hein, même quand les rebelles étaient proches ici, non, nous contrôlons la Exactement. situation, il n'y aura rien. Alors, Je pense humblement que cette idée de dialogue, de concertation, est une des voies raisonnables à pouvoir, comment dirais-je, approfondir. De la manière dont l'opposition la présente, peut-être. De la manière dont la majorité la présente, il faut avoir beaucoup de modération et beaucoup de, comment dirais-je, de circonspection. Et je pense que quelque part, même si je me dédie un petit peu, la présence de la communauté internationale ou cet œil sur ces assises permettra en tout cas d'aller vers des décisions qui seront des décisions responsables pour notre pays. Je pense, je n'en suis pas sûr. Malheureusement aujourd'hui, encore une fois je le répète, à force de chauffer la population à blanc, s'il n'y a pas population consciente aussi. La population est très consciente. Pourquoi la population ne veut pas ce dialogue aujourd'hui? Parce que elle s'est assise sur des droits qui sont ses droits constitutionnels. Nous l'avons vu en 2015. Dès lors que l'on essaye de lui ôter ses droits à elle, la population congolaise se réveille. Et aujourd'hui, lorsque l'on parle de dialogue, tout le monde entend par dialogue continuation du pouvoir de M. Joseph Kabila. C'est ce que le peuple aujourd'hui ne veut pas. Or, nous devrions avoir cette réflexion. Et nous, dans l'opposition, devrions proposer aujourd'hui une solution raisonnable, une solution qui ne serait pas le chaos. Une solution, parce que, vous savez, aujourd'hui, beaucoup crient au chaos, beaucoup crient à la rue, que par la rue, nous allons récupérer le pouvoir, par ceci, par cela. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, la rue, elle n'est acquise à personne. À personne. Et on peut se retrouver demain en criant que la rue descende que le peuple descende dans la rue. On peut se retrouver demain avec des nouveaux dirigeants. Vous savez, je me rappellerai toujours l'époque de Mobutu, lorsque nous ne voulions plus de Mobutu et que nous nous sommes battus. Et qu'est-il arrivé? Il est arrivé Laurent Désiré Kabila et nous avons eu Joseph Kabila pendant 15 ans. Si demain, nous faisons descendre la population dans la rue, sans leader valable, sans une alternative valable, qu'est-ce que nous aurons après? Alors, parce que vous évoquez l'époque Mobutu, comment vous étiez fatigué de lui, finalement, qu'on comprenne puisque la raison fondamentale. Parce qu'apparemment, comme si l'histoire est en train de se répéter. Vous l'aviez refusé. La raison fondamentale était quoi? Et pour qu'on voit comment changer les tirs aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que nous sommes en train de revenir un peu en arrière. Alors, pourquoi vous aviez haï Mobutu? Pourquoi vous aviez fait pour qu'il finalement il quitte le pouvoir à son temps? Écoutez, je pense que ce grand problème est le problème de la longévité. Justement, si l'on réussissait dans nos pays, que ce soit les pays africains ou les pays d'Amérique latine ou d'Asie du tiers-monde, où on sacralise la personne du chef de l'État, où l'on considère que lorsque l'on est au pouvoir, eh bien, il faut y rester ad vitam aeternam. Mobutu a commencé à se croire comme un roi. Un empereur ou que c'est. Je pense que c'est cette continuité qui stigmatise et qui cristallise les haines et les passions que le peuple peut trouver dans son mal-être. Vous avez dit au tout début, vous avez parlé de ce problème social, des problèmes sociaux de notre République. Et les problèmes sociaux sont majeurs. Vous savez, aujourd'hui on dit, j'entends très souvent, la croissance à 2 chiffres, le bon bilan de M. Matata et consorts, la stabilité du cadre macroéconomique. Mes chers amis, moi je ne regarde pas la stabilité du cadre macroéconomique en fonction de ce que les étrangers qui viennent se développer en RDC réussissent à créer ou à réaliser. Moi, j'aimerais voir les réalisations de nos frères congolais. J'aimerais voir le panier de la ménagère augmenter et permettre à nos populations de manger matin, midi, soir. J'aimerais que nos populations puissent avoir des hôpitaux dignes de ce nom. J'aimerais que nos enfants puissent aller dans des écoles valables. Est-ce que vous constatez qu'il y a eu une certaine amélioration depuis que Mobutu est parti avec sa dictature, parce qu'on l'a combattu finalement? Je ne veux pas dire que nous revenons aux mêmes erreurs. Est-ce que vous voyez que sur le plan social, il y a un changement considérable? Aujourd'hui, on peut peut-être dire, bon voilà, là nous prenons l'élan déjà, qu'on accepte comme tel, qu'on laisse
avancer les choses et puis nous allons Mais évoluer. écoutez, soyons terre à terre. Rappelez-vous, dans les années 90, 92, 91, 93 et tout ça, avec $100, $100 c'était beaucoup d'argent. Avec $100, vous pouviez faire quelque chose. Aujourd'hui, avec $100, qu'est-ce que vous Moi, faites? je m'en souviens quand on était encore étudiant, avec $5, on avait une demi-rame de Thomson parce qu'on aimait bien les Thomson. Aujourd'hui, avec $5, vous difficile. faites quoi? Aujourd'hui, avec $5, vous ne faites rien. Avec $100, vous faites quasiment rien. Comment est-ce que nous pouvons dire que nous avons progressé? Nous avons régressé. Mais lorsque vous prenez la situation de la RDC, lorsque vous regardez la vision extérieure de notre pays, je cite, comme je l'ai cité dans l'émission précédente, le magazine Forbes. Dans le magazine Forbes, on cite les 2 Congolais les plus riches de notre pays. Et nous avons la famille Raoudji et la famille Forest. Dites-moi, où sont les Congolais lorsque vous présentez les premières richesses congolaises? Parce qu'on a même des commerçants comme on a. C'est là le grand problème. Le système actuel est un système complètement sclérosé qui ne favorise que les étrangers. Lorsque vous prenez toutes les entreprises congolaises et vous direz peut-être les 10 premières ou les 15 premières ou les 20 premières, elles sont soit libanaises, pakistanaises, indo-pakistanaises, belges, françaises, américaines ou que sais-je. Vous prenez nos banques parce que pour qu'il puisse y avoir un tissu qui permette à ce qu'une classe moyenne puisse se développer, il faut que les banques puissent accompagner dans leur... Aucune banque est congolaise. Aucune banque congolaise. Toutes les banques de la RDC sont des banques qui appartiennent aux étrangers. Et lorsqu'on recherche encore une fois qui sont ces étrangers, ben vous aurez la famille Raoudji, les numéros 1 du Congo, la famille avec la Roban, la famille Forest qui était avec la BCDC, vous aurez, comment dirais-je, les Blattner avec la BIAC, etc., etc. Il n'y a que des banques étrangères. Comment voulez-vous? Les immeubles poussent à foison. Les immeubles poussent à foison. Vous prenez le boulevard du 30 juin. Tout appartient aux étrangers. Vous prenez le boulevard Lumumba, quasiment tout appartient aux étrangers. Même lorsque vous prenez le boulevard Lumumba et vous rentrez dans Massina et consorts, toutes comment dirais-je, toutes les échoppes, les petits magasins, tout appartient à des étrangers. Mon frère, j'aimerais savoir à quel moment ce gouvernement s'est penché sur le problème des nationaux, des Congolais eux-mêmes. Toujours des mesures non appliquées, ou si elles peuvent être appliquées un jour, 2 jours après, elles ne seront plus appliquées. Mais vous aviez pris une décision telle que un étranger, un expatrié ne peut pas vendre en détail. Est-ce que vous fréquentez aujourd'hui le grand marché? Allez-y voir. Vous avez pris des mesures la fois passée, l'application 0. Quand est-ce que vous allez servir correctement votre nation? En tout cas, nous vous interpellons. Nous allons continuer à vous interpeller parce qu'à un certain moment, l'agir ne satisfait pas. En tout cas, nous devons travailler pour l'intérêt de la nation. Ce serait une bonne chose. Alors, revenons sur la question électorale parce que c'est un problème. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, M. Corneille Nangaa, pense qu'il devient même très difficile aujourd'hui d'organiser, en tout cas rapidement, les élections. Lui pense que le fichier électoral est totalement corrompu, également à travers l'expérience de l'audit fait par l'OIF. Alors le fichier en question n'est plus propre, on ne sait pas aller aux élections. Il faut attendre également la rentrée parlementaire pour avoir d'autres textes complémentaires. Et tout ça prend du temps. La rentrée parlementaire, c'est le 15 mars. Est-ce qu'il faut attendre jusqu'au 15 mars et après commencer maintenant à voir comment voir le fichier électoral? Ça va se passer comment, on ne comprend pas. L'OTAN n'est pas seulement congolais, tout coule. Et alors, on va faire comment pour sauver les mers? Mais, très cher ami, je pense que c'est un secret de polichinelle que de dire que tout ça est organisé justement pour nous mener à ce que l'on appelle le glissement aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas à l'heure actuelle que l'on peut se poser la question de la légitimité ou du moins de la crédibilité de ce fichier électoral. Ça fait des années que nous crions et que nous présentons au service de notre République des preuves selon lesquelles, si aujourd'hui vous avez besoin d'une carte d'électeur, eh bien on peut vous la faire
derrière le coin d'une avenue, je ne sais pas moi, à Limete, à Selemba ou ici même à Gombe. Nous l'avons vu avec ces ressortissants burundais qui se promènent en RDC avec des cartes d'électeurs congolaises. Nous avons appris, maintenant ça reste à vérifier, mais je pense que c'est très facile à vérifier et je pense que c'est tout à fait mais le président réaliste. de la CENI lui-même a confirmé. C'est tout à fait réaliste que de dire qu'au Rwanda voisin, au Burundi voisin ou en Ouganda, eh bien, il y a des machines qui tournent et qui proposent des cartes d'électeurs à des citoyens de ces pays-là, des ressortissants de ces pays-là, pour venir s'infiltrer en RDC pour des raisons multiples. Les uns, c'est pour venir faire du commerce, les autres, c'est pour venir déstabiliser la paix dans nos territoires. Eh bien, je pense que c'est une réalité. Mais cette réalité, elle n'existe pas depuis aujourd'hui. C'est une réalité qui existe depuis plusieurs années. Et nous avions déjà tiré la sonnette d'alarme. On a attendu la dernière minute. Ça m'étonne franchement. Enfin, ça ne m'étonne pas en fait. On en parle à la dernière minute justement pour justifier ce que l'on appelle le glissement. Et comme je le disais en ce début d'émission, quelles sont les deux alternatives que nous avons? Peut-être y en a-t-il une troisième, mais c'est les deux que je vois aujourd'hui. C'est soit un dialogue. S'il y a dialogue responsable, un dialogue dans lequel le gouvernement... Pas d'agenda caché. Voilà. Faut être sincère. Dans lequel la majorité actuelle au pouvoir, eh bien, aurait l'humilité. Hein, parce que c'est une question d'humilité aussi. Parce que bien qu'elle pense être la majorité au pouvoir, je sais pertinemment bien que dans la population, elle n'a pas la majorité. Mais quand bien même que la majorité aujourd'hui au pouvoir accepte de faire des concessions, avoir un minimum d'humilité. Je pense que ça grandira même le chef de l'État. Il sera l'un des premiers chefs de l'État d'Afrique noire et de RDC en tout cas, qui aura réussi à organiser une, je ne vais pas dire une transition, mais une passation de pouvoir apaisée. Et de l'autre côté, dans l'opposition, s'il n'y a pas de dialogue, quelle est l'alternative que vous proposez? Est-ce que nous proposons au peuple une révolution? Quelle révolution? De quelle manière? L'article 34 de la Constitution, vous avez suivi? Oui, non, mais nous y arrivons. Est-ce que nous voulons aujourd'hui... Parce que là, nous n'avons plus du temps, nous allons rapidement. Est-ce que nous voulons aujourd'hui le sang? Est-ce que nous voulons aujourd'hui l'anarchie? Est-ce que nous voulons aujourd'hui que les populations... Parce que ne prenons pas simplement les populations de la ville de Kinshasa, prenons les populations de toute la République démocratique du Congo. Et je pense que si nous allons à l'est, à l'extrême est de notre pays, que l'on appelle toujours les foyers de violence. Je pense que le peuple congolais aujourd'hui en a marre et en a assez de cette violence. Mais est-ce que la responsabilité ne vous incombe pas encore une fois de plus totalement? Pourquoi je le dis? Et ici, nous voyons 153 agents révoqués de la fonction publique, des imposteurs scientifiques. Voilà, ça c'est un bon concept qui leur convient. Imposteurs scientifiques sont ceux-là qui avaient des responsabilités, sans qualité, sans connaissance correcte, peut-être de la gestion de la cité. Ils n'avaient rien, des tonneaux vides, c'est comme ça qu'on disait. À notre époque, quand ils étaient encore à l'école. Vous savez, alors, des gens comme ça avaient des responsabilités. Je crois que c'est le mot que nous déplorons aujourd'hui. Je saute sur cette occasion pour relater un fait divers. Vous savez, les réseaux sociaux sur lesquels tout le monde aujourd'hui surfe, sur les réseaux sociaux, j'ai vu une image qui était assez comique avec, c'était un Américain, un chef d'entreprise américain qui recevait un employé, un chef d'entreprise français qui recevait un employé et un chef d'entreprise congolais qui recevait un employé. Et le chef d'entreprise français posait la question, quelles sont vos compétences à l'employé qui fait une demande de travail. Voilà. Le chef d'entreprise américain demande quelles sont vos réalisations, qu'est-ce que vous avez déjà concrétisé. Et le chef d'entreprise congolais demandait qui vous a envoyé. Nanya Tindaki. Tu es de quelle famille? Tu es de quelle famille? Et c'est là le grand problème qui stigmatise cette question que vous avez posée sur celle des compétences et des raisons pour lesquelles. Vraiment. Mais vous avez parlé là d'entreprise publique, de la fonction publique. Mais très cher ami, je peux vous dire que ça se passe même au niveau de l'armée. Ça se passe même au niveau de l'État, au niveau des postes ministériels. Aujourd'hui, on regarde qui vous envoyez et on ne vous demande pas quelles sont vos compétences. Nous avons vu des ministres, des responsables qui n'avaient comme bagage, je pense, que leur petite mallette. Et ça s'arrêtait là. Ou le nom de leur oncle, ou le nom de leur parti, voilà. Ça s'arrêtait là. En tout cas, nous sommes à la fin. Je vous remercie parce que
Nous, au moins à travers l'Écopole, nous comprenons que l'OTAN plutôt n'est pas Écopole. Mais j'aurais voulu que vous puissiez là où vous êtes comprendre que l'OTAN n'est pas seulement congolais. Nous le limitons ici. Nous avons eu plaisir de recevoir pour vous M. Vidier Chimanga pour la première fois. En tout cas, nous pensons que vous aviez apprécié ce point de vue. Alors nous vous remercions, M. Vidier. C'est moi qui vous remercie et si je peux placer un tout dernier mot, très rapidement, c'est juste de dire que la RDC mérite beaucoup mieux que ce que nous lui avons proposé jusqu'à aujourd'hui. La responsabilité vous revient. Exactement. Alors demain, avec nos prières, parce que nous sommes tous religieux, nous pensons que quand vous serez aux affaires, en termes de la gestion de l'État, vous allez vous distinguer, vous n'allez pas vous comporter comme les autres. Si Dieu le permet. Vous n'allez pas engager une cousine qui n'a pas étudié, vous n'avez pas engagé plutôt un frère qui n'a pas étudié pour qu'il finalement, un jour après vous, il soit détecté comme imposteur scientifique. Laissez-moi rajouter une toute petite chose à ma conclusion. J'ai la chance et le privilège, par mon parti et par d'autres activités, de pouvoir avoir accès à la population en permanence et de pouvoir discuter. Je peux vous dire que nos étudiants et nos futurs cadres sont très compétents et ils ont de la valeur. Voilà, en tout cas, c'est une autre valeur que nous avons reçue ce soir sur ce plateau. C'est M. Vidier Chimanga, président national de la DCU, Dynamique Congo Uni. Avec lui, on a échangé sur des questions que nous pensons, que vous aviez apprécié le point de vue. On a abordé le dialogue, on a parlé de la problématique électorale. Le social congolais n'a pas été esquivé. Les imposteurs détectés aujourd'hui, mais depuis longtemps ils étaient où? Pourquoi seulement aujourd'hui? Les imposteurs, également les cartes d'électeurs détenues par les Ougandais. Alors, toutes les questions ont été posées. Nous pensons que vous aviez apprécié le point de vue de votre invité. Nous vous disons au revoir, mais en vous rappelant la pensée d'Héraclite, tout coule, tout passe, rien ne demeure. Le Congo nous appartient, travaillons pour le Congo, pensons au dialogue, parce qu'il n'y a pas une autre alternative crédible aujourd'hui pour sauver le meuble. Seul dialogue. Au revoir et à la prochaine.